Bienvenue tout le monde à l'Informel, le 7e épisode en confinement. Content de savoir que vous nous suivez tous sur Facebook. Si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à faire un j'aime sur notre page pour pouvoir suivre toute l'actualité qu'on a à vous offrir en ce temps de confinement. Évidemment, on va parler d'actualité aujourd'hui, encore une fois, avec mon collègue Sylvain Caron et on va recevoir aussi deux invités comme à l'habitude. On va parler avec Anne Mercier de l'Ami de l'Entraide, qui, on sait, là, les centres de dépannage sont beaucoup en demande ces derniers temps avec tout ce qu'on vit. Et puis aussi, une petite nouvelle là, qui a été moins entendue peut-être là, avec l'interdiction d'armes à feu au Canada. Donc, on va parler avec le président du club de tir de l'Outaouais, Pierre Farran, pour voir là, qu'est-ce qui arrive avec cette nouvelle loi-là, de quelle façon ça va les affecter. Donc, à l'actualité, Sylvain, comment ça va? Ça va très bien, Jean-François. Beaucoup de sujets encore aujourd'hui. Oui, de quoi on va parler? On va commencer par un bilan. Il y a aussi des grosses annonces qui ont été faites mercredi pour les sports individuels. Et puis, il y a des initiatives locales aussi, notamment la Fondation Santé de Papineau, pour ramasser des fonds. Et puis aussi, la police de Gatineau qui a fait une saisie assez impressionnante. Bon, parfait. Donc, bilan, ça ressemble à quoi? Le bilan, on est rendu à 366 cas ici en Outaouais. C'est une augmentation de 6. Et puis, on a quand même 60 donc 216 personnes qui sont rétablies. Et puis, en Outaouais, on a fait un comparatif un peu. On s'en tire très bien parce qu'on est autour de 92 cas par 100 000 habitants, tandis que des régions comme Mont dans les 400 et plus. Donc, on s'en tire encore très bien. Il y a eu 2 décès de plus malgré tout. On parle d'un total de 10. Et puis, sur les 66 employés qui ont été affectés par la COVID-19, eh bien, il y en a 27 de rétablis, donc ils vont pouvoir potentiellement retourner au travail dans les prochains jours. Et puis, on a aussi, avec les proches aidants, on a eu des proches aidants qui sont allés dans les centres de personnes âgées pour donner un coup de main aussi à prendre soin de leurs personnes chères. Donc, on a établi qu'il y en avait potentiellement autour de 300. Et puis, ça se passe bien à date, selon José Fillon, qui est PDG du CISO. Ça va bien. Et puis, on a quand même été capable de contenir un peu le virus pour éviter que les gens, justement, viennent prendre soin de leur aîné et puis après ça, s'en vont avec la COVID. Eh bien, c'est très bien contrôlé de ce coin-là. D'ailleurs, on a annoncé aussi dans la même conférence de presse un agrandissement pour l'hôpital de Hull, un agrandissement de l'unité dédiée COVID. Et donc, c'est une deuxième unité parce qu'on s'est dit qu'à 10 patients, il fallait se préparer pour une deuxième en cas qu'il y en ait plus. Là, on est à 9 présentement qui sont hospitalisés, dont personne aux soins intensifs, c'est quand même bien. Et puis, on a décidé de prendre les devants en cas d'une deuxième vague, s'il y avait d'autres cas qui étaient plus graves et puis qu'il y avait une entrée massive de gens, on était prêts. On n'a pas besoin d'attendre 1, 2 semaines avant que ça se passe, là. Et puis, on nous a annoncé qu'on avait même une troisième de déjà prête qui n'est pas utilisée, mais si jamais on en avait besoin, on l'a. Et puis, on a annoncé aussi cette semaine là, la reprise des activités sportives, mais ça va être des activités sportives individuelles. Oui, individuel ou à deux. Donc, on parle notamment du tennis. Bon, c'est dur de jouer au tennis. En tout cas, on peut jouer contre un mur, mais c'est assez Ça se difficile. fait. Ça se fait. Mais c'est la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charret, qui est ancienne patineuse de vitesse, on le sait. Donc, elle a annoncé cette semaine la reprise des activités individuelles selon 5 critères. Donc, il y a 5 critères à avoir pour autoriser l'activité. Donc, on parle du 2 mètres facilement. Encore là, on le sait. Le lieu de pratique aussi. Si c'est un lieu qui est à l'extérieur, c'est un lieu qui est en dedans. Ensuite, si on avait besoin de partager de l'équipement. Donc, on sait si, exemple donné, on parle du hockey ou ça, il y a souvent peut-être des partages d'équipements qui se font ou Mhm. si les équipements pouvaient être touchés par d'autres personnes, là, ça peut causer des problèmes. Il y a le contexte aussi, si c'est libre ou en groupe. On permet le jeu libre, mais pas les entraînements coordonnés. Donc, si, exemple donné, le jeune veut aller jouer avec son ballon pour se pratiquer au soccer tout seul, il peut. Ensuite, il ne faut pas que ça occasionne des déplacements interrégionaux. Donc, c'est pour ça que la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, va avoir les mêmes droits le 20 mai, mercredi prochain, parce qu'on s'est dit, si les activités à l'extérieur sont ouvertes
dans toutes les autres régions, mais pas à Montréal. On va avoir une exode des gens de Montréal pour aller pratiquer des activités à l'extérieur dans les régions, puis c'est ça qu'on ne veut pas non plus. Donc, il y a notamment le vélo, l'athlétisme, on parle des lancers, différents lancers qu'on peut faire. Ensuite, il y a des sports nautiques, mais individuels. Donc, on a parlé de planche à pagaie, on a parlé de kayak, on a parlé même de nage aussi, nage en eau libre, donc dans un lac. Bref, on peut aller se baigner dans un lac. Et puis, on a deux gros sports, le tennis, comme je l'ai mentionné, et aussi le golf. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être contents de savoir que C'était le golf. attendu, ça, le golf. Oh, oui, c'est très, très attendu. Il va y avoir des restrictions, par contre. J'ai parlé avec des gens du club de golf de Buckingham, et puis, bon, il y a des restrictions. Il y avait déjà un cahier de charges qui avait été donné au club de golf. Et puis, bon, eux m'ont dit qu'aussitôt qu'ils avaient le go, ils étaient prêts déjà. La préparation s'est faite là, dans les dernières semaines. Ça ressemble à quoi, les restrictions au golf? C'est sûr qu'il va y avoir des restrictions au niveau du centre du pro, donc les boutiques. Ça va être un maximum de quelques personnes. On parlait de 6 par personne. Je n'ai pas exactement le nombre, mais on C'est parlait essentiellement la de. même chose qu'on fait dans n'importe quelle boutique, magasin. Exactement. Restreindre l'accès Mhm. pour pouvoir permettre le 2 mètres. C'est sûr que les départs vont être espacés pour ne pas créer des attroupements là, à un certain trou. Donc, on OK. va espacer plus longuement et les cartes de golf vont être limitées. Il va y avoir des restrictions au terme de justement du 2 mètres. Et puis, on a par contre dit que les fameux foursomes, le départ à 4, allait être autorisé parce que bon, c'est facile quand même de se maintenir une distance. Là. C'est pour ça que le golf a été autorisé d'ailleurs, parce que c'est très facile de maintenir une Mhm. distance, puis Ouais, les c'est un terrains grand sont grands. espace. C'est Mais ça. là, pour ce qui est des foursomes, par exemple, dans les cartes, j'imagine que si t'es en couple, c'est Ça correct, va être. mais C'est ça, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir, je vais préciser d'ailleurs avec les gens du club de golf, ça, au cours de la semaine prochaine, on va avoir plus de détails là-dessus. Eux aussi ont eu un peu les informations en même temps que tout le monde. Donc, mhm. on va pouvoir vraiment déterminer qu'est-ce qui est bon pour eux autres et puis qu'est-ce qui va être un peu plus difficile à maintenir. Là. On parle aussi des restaurants du fameux 19e trou qui ne sera pas autorisé pour l'instant. Donc, ça peut sabrer un peu dans les revenus. On en parle depuis plusieurs émissions, là, la réouverture des écoles, évidemment. Mhm. On va faire un suivi là, sur les dossiers qu'on a parlé là, les semaines passées. Là. Donc, entre autres, là, pour ce qui est des professeurs qui demandaient des exemptions. Là. Oui, eh bien, on m'a confirmé à la CSCV par M. Jasmin Bellavance, qu'on a eu la semaine dernière. Eh bien, lui, il m'a dit qu'il n'y avait aucune personne, aucun professeur qui avait été exempté, qui s'était ou pas exempté, qui ne s'était pas présenté. Donc, il n'y a aucune sanction qui a été émise. Tout le monde est rentré, tout le monde qui avait à rentrer au travail est rentré. OK. Donc, ça va bien de ce coin-là. Et puis aussi, considérant le port du masque, parce que la CSCV en donne systématiquement aux gens qui travaillent, donc aux professeurs, au personnel. Et puis, c'est à leur discrétion, à savoir s'ils veulent avoir le masque ou non. Mais on a une bonne collaboration de la part des professeurs. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Beaucoup le portent, d'ailleurs. Très Mm. bien, très belle initiative. Donc, ça va bien de ce côté-là. Et puis, reste à voir là, si tout va bien se passer d'ici la fin de l'année scolaire qui s'en vient dans quelques semaines. D'ailleurs, on a appris qu'à Montréal, eux, tant qu'à repousser, ça ne valait pas la peine d'ouvrir pour quelques semaines. Donc, on a fermé les écoles primaires à Montréal seulement, mais en région, ça reste ouvert. La police, on en parle beaucoup aussi, mais on parle toujours dans un contexte de confinement, là, les barrages routiers, mais il y a d'autres opérations qui continuent. Là. La police n'arrête pas à cause du COVID-19. Bien au contraire, on a saisi une bonne quantité de cannabis et aussi, ce qui est un peu plus spécial, c'est qu'on a saisi des bonbons, toutes des affaires mangeables. Donc, il y en avait beaucoup. Je te fais un peu le portrait des chiffres. OK. On parle ici de 8002 grammes de cannabis en vrac, donc Wow. prêt à préparer. Donc, autrement dit, ça tourne autour de 17 à 18 livres de cannabis déjà prêt. Ensuite, on a 176 grammes de hashish, 595 grammes de wax, au-dessus de 1 litre d'huile de cannabis,
des vapoteuses également contenant du cannabis. Il y a des sacs de barbe à papa. Je n'avais jamais vu ça, mais ça se fait. Donc, il y a 852 grammes de bonbons gélifiés, des fameux gummy bears, et puis 2817 grammes de bonbons, 56 tablettes de chocolat, plus de 2 kg et demi de fudge au chocolat. Ensuite, on a des sachets de poudre de type Kool-Aid, 166, quand même beaucoup. On a plus de 1,7 litres de produits de cannabinoïdes, du CBD. Et puis ensuite, on a du lubrifiant corporel à la hauteur d'environ un demi-litre. Et aussi, on a saisi 5 278 canadiens qui provenaient de la vente. Et c'est un jeune homme de 22 ans qui a été arrêté. Alors, ça a été assez spécial. On voit les quantités sur les tables avec les photos. Il y a une grosse table là, de plein de produits. Et puis des produits qui étaient bien emballés. Ça n'avait pas l'air de quelque chose d'artisanal. C'était vraiment professionnel dans la manière de faire cet emballage-là. C'est quoi de dire, Donc, c'était vraiment lancé en affaires, là, lui. littéralement, puis on s'entend qu'avec les quantités comme ça, ben, c'est loin d'être pour la consommation personnelle. Et puis, il y avait aussi des produits qui est interdits au Québec on n'en trouve pas ici au Québec. Donc, c'est des produits probablement qui étaient peut-être importés ou fabriqués. On ne sait pas, mais chose sûre, il va y avoir des accusations qui vont être portées contre ce jeune homme-là entre, disons, des possessions et aussi trafic. Là, on ne sait pas encore exactement toute la ribambelle d'accusations qu'il va avoir, mais c'est clair qu'il y avait une petite boutique qui opérait, lui, de son côté. Et puis, bon, on l'a vu, c'était quand même relativement profitable. On a quand même saisi 5 000 plus 5 000 en termes de devises canadiennes. C'est assez spécial à voir justement des quantités comme ça, puis de savoir que c'est ici, là, à Gatineau, ça s'est déroulé sur la Pointe Gatineau, donc la rue de la Pointe Gatineau qui a été la saisie. Donc, ça a été très, très spécial de voir ça, les quantités aussi, et puis le nombre de produits différents qui peut contenir du cannabis, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'on sait à quoi il va faire face comme accusation? Ben, comme je disais tantôt, il y a des accusations de trafic, de possession en but d'en faire le trafic, mais ça va être déterminé par le DPCP. La police de Gatineau va déposer son dossier, puis là, les accusations vont être par ailleurs déterminées par le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et puis, c'est ça, on va attendre dans ce dossier-là, savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme accusation, mais chose certaine, il ne s'en tirera pas avec une tape sur les doigts, ça c'est clair. Je suis en train de me demander combien d'années ça peut représenter une quantité comme ça. J'ai hâte de Je voir sais, je ça va sais mener pas le dossier. si c'est par la quantité ou si c'est par le type Dans le type d'accusation. ouais. On ne sait pas, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça peut représenter, mais chose certaine, il va y avoir quelques sanctions, c'est clair. C'est clair. On en parle depuis le début de la crise, ça aussi. Les banques alimentaires sont beaucoup sollicitées. C'est une période assez difficile avec tous les gens qui ont perdu leur emploi. Et puis ici, à l'Ami de l'entraide, dans notre secteur, on a Anne Mercier, qui est nouvellement la directrice là-bas depuis janvier. Donc, on va aller jaser avec elle, voir c'était quoi les répercussions avec l'organisme. Anne Mercier qui est avec nous à l'émission. Anne, bienvenue à l'émission. Bien, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je suis content de te jaser. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire des choses de l'informel, tu étais sur ma liste des gens avec qui j'arrivais ça m'entretenir pour la première saison, puis là, tu es parti. Tu es de retour dans la région. C'est un peu un drôle de retour d'une certaine façon. Ça n'a pas été long que ça a dû être le rush un peu. Hein. Ah oui, mais ça, oui. Non, j'ai pris, puis c'est drôle parce que j'ai pris ça pour diminuer un peu mon rythme. Je me disais, je suis rendue là dans ma vie, là, tu sais. Puis c'est ça, j'ai un membre du conseil d'administration l'autre jour qui me téléphone, savoir comment je l'ai. Et elle dit, à part à rire, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle dit, dire que tu as pris ça, hein? Elle dit, pour prendre ça un petit peu plus mollo, pour pas faire autant d'heures supplémentaires que tu faisais tout le temps. Ben, je suis coudonc. J'étais dû. J'étais dû pour ça. Ah, oui. C'est souvent ça. On se dit, on va prendre ça un peu plus relax, puis c'est tout à fait le contraire qui arrive. Là.
Tellement. Ah oui, surtout là, je vais te dire, c'est quelque chose. Ça a été quelque chose, oui. Là, quand tu as vu le portrait se faire, là, puis ou que le gouvernement il a annoncé, bon, le Québec est en état d'urgence sanitaire, tout ça, puis on voyait ce qui s'en venait, là. Est-ce que vous autres, à la mise d'entraide, ça a été un cas de OK, brace yourself, comme on dirait en anglais, là, la tempête s'en vient, et que c'était quoi le feeling chez vous? Bien, écoute, moi, je suis quelqu'un qui réagit très bien dans l'état de stress, là. Plus que, tu sais, je suis comme un petit général de l'armée, là, tu sais, tout se décide, puis tout fonctionne, puis tout se met en place. Fait que nous autres, dans ce sens-là, ça a été l'adrénaline, ça a bien été. Euh, D'abord, juste le vendredi d'avant, on avait décidé de fermer, faire un gros ménage. Alors, tous les réfrigérateurs, les congélateurs, tout ça, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à transformer. On a fait affaire avec, comment ça s'appelle, l'Érablière Saint-Germain. OK? Avec leur chef, on a apporté ça. Puis là, j'ai dit, tout ce que tu vois là, essaye de me faire des repas prêts pour que je le savais qu'il y aurait beaucoup de demandes. Je le savais qu'il y aurait beaucoup d'attentes. Donc, je voulais être prête pour du dépannage d'urgence. Mhm. C'est-à-dire, oui, je peux te dépanner, mais je vais te dépanner avec quelque chose qui est déjà tout prêt au lieu de. Parce que chez nous, un dépannage, c'est 3 repas par jour pour 5 jours par personne. C'est pas juste un petit dépannage, je vais te donner un petit quelque chose pour t'aider là, là. Non, non. Pendant que 5 jours, tu as tes 3 repas par jour pour chaque personne. Alors, c'est beaucoup. Là, je me suis dit, oh, avec la hausse de la clientèle, on ne pourra peut-être pas, mais entre-temps, on pourra leur dire, ben, on va aller vous porter telle chose en attendant, puis on vous met sur la liste d'attente. Parce que ce qu'on a fait aussi, après avoir tout fait ça, le lundi matin, on est rentré au bar et porte. Je dis, il n'y a personne qui rentre ici. Maintenant, ce n'est que de la livraison. Mm. Là, on a fait la livraison. On a commencé à ouvrir cette semaine pour ces 2 jours semaine. On fait de la livraison, 2 jours semaine, et puis les gens qui viennent chercher leurs choses. Donc, on commence tranquillement. Mais les 6, 7, 8 dernières semaines, là, ça a été vraiment que de la livraison. Donc, qui dit livraison dit ça prend des bénévoles. Alors, il y a eu une grosse organisation de fait. Il a fallu apprendre à travailler autrement. C'est pas facile, hein? Moi, j'arrive, alors j'ai pas de pattern, je vois des choses des fois que d'autres voient pas. Mais tu sais, quand ça fait des années que tu fais telle chose de telle façon, chapeau à l'équipe ici. Ils ont été formidables de me suivre dans tout ça. Je ne dis pas que ça a été facile, loin de là, puis ça n'a pas été facile pour personne. Pas du tout. Mais il y avait une ouverture. Alors ça, puis on ne s'en serait jamais sorti non plus sans le conseil d'administration que j'ai. Parce que c'est des gens qui sont à l'écoute, puis c'est des gens qui ont dit OK, garde, on t'appuie, vas-y. Puis ça, juste le fait d'être appuyé, de savoir qu'il n'y a pas personne qui va excuse l'expression, mais qui va te ramasser là, si tu fais quelque chose. Ah ouais. C'est dit, c'est essai-erreur, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on a réussi à s'en sortir, qu'on commence. Parce que vous savez, à un moment donné, on avait 2 semaines d'attente. Wow. Moi, je venais travailler les fins de semaine, le téléphone n'arrêtait pas les samedis, les dimanches. C'était fou. Puis là, ça a diminué. Depuis 2 semaines, on voit une diminution. Mais c'est sûr que c'était la fin du mois, début du mois. Alors, il y a des chèques qui sortent. Là, il y a eu les premiers chèques de 2000 $ qui sont sortis aussi. Mhm. Donc, ça fait une différence dans la demande. Là, on n'est plus à 2 semaines d'attente. Là. Si vous appelez, souvent, c'est dans la semaine là, qu'on peut aller vous livrer. Donc, on est bien content de ça. Puis d'avoir ouvert le pick-up cette semaine, là, là, ça aussi, ça aide. Là, les gens peuvent se déplacer, ils viennent. Parce que nous, on a mis beaucoup d'efforts avec les bénévoles aussi. On a eu des bénévoles extraordinaires. Il faut quand même traîner, tout ça. Là, on prend un roulis, puis là, ils retournent travailler. Donc, c'est un autre défi. Puis, je vais en profiter pour dire un gros merci à des organismes qui sont venus nous aider volontairement, sans qu'on ait demandé. Puis, sans eux, je pense que ça, on n'aurait pas été capable de mettre ça sur pied. La Maison de la famille a été là tout de suite au départ. Ils nous ont donné 2 jours et demi, semaine, pour venir nous aider parce qu'ils n'étaient pas encore ouverts, ils ne faisaient pas encore d'intervention téléphone. Donc, OK. on les a eus au départ.
Ensuite, la maison de jeunes. La maison de jeunes sont encore ici aujourd'hui. C'est ma journée jeudi, ma journée bonbon. J'ai 3 intervenants qui sont ici toute la journée. C'est eux qui s'occupent de faire du tri, qui s'occupent de faire les livraisons. Moi, je suis capable de faire de l'administration. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis je suis pas inquiète, là. C'est des gens de confiance. Ensuite, j'ai eu... il y a le bras qui vient une demi-journée semaine aussi. J'ai là le CAGA qui ont commencé cette semaine. Alors, les lundis, c'est avec le CAGA. Alors, mes bénévoles partent, mais les jeunes du milieu communautaire nous donnent un gros coup de main. Puis c'est sûr qu'il y a plein de monde. Je ne peux pas assister présentement à des meetings. Je ne peux pas aller dans les tables de consultation. Il y a trop de travail ici. Mais les gens m'appellent, disent, OK, Anne, qu'est-ce que tu veux dire? Là, je l'ai dit. Ils m'envoient un compte rendu en papier. Je dis, OK, oui, c'est ça, vas-y. Fait que, écoute, j'ai de l'aide, c'est incroyable, et de l'aide de la communauté au niveau des dons. Ah, les dons, là, c'est fou. C'est fou. C'est monétaire et les denrées non périssables. On a même des jeunes filles, on a une dizaine d'années qui nous a écrit une magnifique lettre, qui a fait une levée de fonds, qui nous a apporté 100 $. On en a une de 13-14 ans la semaine passée qui est arrivée, puis elle avait, mon Dieu, des denrées là, pour je ne sais pas combien de milliers de dollars. Elle, pendant 2 semaines, vous irez voir notre page Facebook, elle est dessus. Oui, j'ai vu les photos. Oui, c'est super bon. Donc, c'est le fun. Il y a des belles initiatives citoyennes. J'ai une dame là, qui est plus âgée qui fait ça pour nous dans la région de Mayo. On a, souvent, je reçois soit de l'argent liquide ou des chèques, puis c'est marqué à Anne. Puis là, c'est une belle carte avec un merci ou des. Écoute, on ne se sent pas seul. Ou encore, j'ai regardé quelqu'un du Club Lyon. Il voulait qu'il m'appelait la semaine passée. Il me disait, comment tu vas là? Ben, je vais bien. On sait, on te connaît, là, tu te donnes, là, fait que prends soin de toi. Fait que les gens de la communauté sont super le fun pour ça. Ils nous appellent et puis on a des bénévoles, comme je vous dis, c'est la crème de la crème, là. Vraiment, là. L'ami ne serait pas là aujourd'hui tel qu'il est sans la communauté en général. Tout le monde. Les organismes, les bénévoles, tout le monde. On s'est parlé il y a quelques semaines. C'est sûr qu'il y avait un problème avec l'arrivée des denrées de la part d'un peu partout. Là, on avait des problèmes. Est-ce que là, ça s'est replacé là, au niveau. On sait que il y a des gens qui vous en amènent, mais vos principaux bailleurs de nourriture, est-ce qu'ils sont là encore plus replacés aussi? Je vais t'avouer que c'est la première fois que je travaille directement avec Moisson. Je leur lève mon chapeau. Ils sont extraordinaires. J'ai parlé, je ne savais pas au juste comment ça fonctionnait au départ, puis j'ai été balancée là-dedans. Puis on a parlé avec David, avec Patrick. À un moment donné, David dit, tu sais, Anne, il dit, on travaille pour vous autres. C'est ton entrepôt à toi. Tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Puis effectivement, c'est ça. Autant David à l'entrepôt, autant Patrick, si j'ai un questionnement, sont là. On est gâtés pourris, vraiment. La seule chose puis merci à Moisson, la seule chose qu'on demande pour les gens qui viennent nous porter des denrées, on ne veut pas de denrées périssables. Parce que ça, c'est trop difficile, tu sais, mais à gérer. Mais les denrées non périssables, ce n'est pas un problème. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup, je ne te reconnaîtrais pas que si tu viens, on a eu beaucoup de transformations. On a été obligé de louer naturellement un autre local et de l'aménager. Donc, ça m'a pris quasiment 4 semaines là, pour mettre ça vraiment aux normes, la distanciation et tout ça, parce qu'il fallait que je fasse attention aussi aux mes bénévoles, toutes les normes de sécurité. Là, c'est correct, mais on a déménagé beaucoup de choses. Alors, j'ai juste une section congélation, l'autre section produits frais, l'autre section. Tout est par section. Donc, les bénévoles ont pas à se promener. Les travailleurs non plus, d'ailleurs. Chacun dans sa section, c'est plus facile. Oui, on se promène parce que oui, on se parle, mais pour le travail, c'est plus facile. C'est mieux organisé et on a 2 autres endroits où est-ce qu'on peut stocker. Alors, pour ça, on est bien heureux. Ça ne s'est pas fait... Ça ne s'est pas fait facilement, mais c'est fait. Puis là, on est content. Ça ne va pas dire facile, c'est certain, mais j'imagine, j'ai comme envie de dire qu'il y avait comme la bonne personne à la bonne place, dans le sens que ton expérience du passé avec la Fondation Santé Papineau et tout ça, ça a dû t'aider beaucoup à être capable de gérer une équipe et de partir dans une situation de crise. Oui, effectivement.
Pas juste à la fondation, là, je veux dire, tout ce que j'ai fait, Ben, effectivement, tout à autant fait. dans le Mhm. communautaire, Mhm. oui. Puis c'est ce que mon président disait dernièrement, parce que je viens de changer de président. Puis il me disait, il part à rire, qu'est-ce qu'il dit? On est content que tu sois là. Ben, j'ai dit, c'est ça qui est le fun. Moi aussi, je suis contente d'être là parce que c'est une mission ça me parle. Puis je suis arrivée ici, puis, d'abord, j'avais le mandat de déménager parce que la bâtisse vient d'être vendue. Le nouveau propriétaire tient à avoir la même. On pourrait rester, mais on a tellement de besoins d'espace. On est en train de parler avec lui, mais on regarde aussi ailleurs. Puis moi, ben, c'est d'ici la fin septembre. Alors, ça aussi, ça ajoute. Oui, on a eu fait beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est ça. Je vois qu'il manque une cuisine parce que les denrées, là, on ne veut pas les perdre, alors on aimerait ça les transformer à un moment donné. Mhm. Il manque une cuisine. Après ça, ben, il y a la cuisine collective qui va embarquer. On veut avoir un groupe d'achat. Éventuellement, j'espère bien une soupe populaire, ce serait le fun. Fait on voit à long terme, même si on est en pleine crise de pandémie, on est capable de voir à long terme. Et c'est ça, je pense, qui va nous démarquer. C'est que oui, on a ça, oui, on est en train de la vivre, on est en train de le faire, mais par contre, en même temps, on a une vision. Tu sais, on est obligé de bouger, mais on va bouger avec une vision. Est-ce qu'il y a des locaux disponibles à Buckingham qui pourraient vous intéresser? Parce que là, on parle de beaucoup de quand même assez d'espace. Visuellement, il faut aussi être relativement centralisé Tout à fait. si on veut desservir la population. Est-ce que vous avez déjà des points en tête, là, mis à part vos autres entrepôts que vous avez? En comptant ici, on a 4 scénarios. Ah, Donc, c'est bien. et ça OK. va, c'est ça, on parle de début septembre, mais est-ce que ça va se réaliser avec, vu la pandémie, les problèmes que ça peut causer ou on est encore dans l'objectif? Ben, nous, notre bail finit en septembre. Si on demeure ici, ce n'est pas un problème parce que les gens qui vont l'acheter, ce sont des entrepreneurs, contracteurs, alors ils vont pouvoir faire les travaux eux-mêmes. C'est juste une question de négociation, de pied carré, de voir comment on va s'organiser. Eux autres nous sont très ouverts, nous ont dit qu'ils étaient ouverts même à nous aider. Donc, il y a ça. Euh, on a même un investisseur qui est prêt à nous aider. Je pense que c'est un bon timing tout de même. Oui. Pour voir, OK, j'ai été mis dans le bain très, très vite, là, mais c'était correct parce que là, j'ai vu les besoins. Là, ils m'ont vraiment, excusez l'expression, mais ils m'ont sauté d'en face. Là, je vois vraiment qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on vit. Euh, J'espère sincèrement, puis je lance ça dans l'univers, que ça ne se reproduira pas, une situation comme ça, mais au moins, on va être allumé là-dessus. On va savoir, on veut avoir pensé, parce qu'on sait qu'on s'attend à avoir une deuxième vague, effectivement, mais c'est pas fini. Là, on a encore pour un petit bout. Donc, c'est ça. Bon, C'est un dur apprentissage, là, mais c'est correct aussi. Là. on voit, là, tu parles d'avenir, puis on prévoit des taux de chômage là, qui vont aller dans des niveaux records. Là. Est-ce que c'est déjà dans vos discussions, voir comment vous allez vous préparer aux prochains mois qui s'en viennent avec le chômage si élevé et tout ça? Écoute, je vais te donner des chiffres, là. Juste dans notre premier mois, on a eu 56 nouvelles familles. Wow. Puis Oui. comparativement, mettons, un chiffre normal, ce serait? Ben, regarde, en décembre, qui est vraiment. Je vais aller regarder mes statistiques, là. Ben oui. Décembre, normalement, c'est un grand mois, un gros mois, Mhm. là. Puis, on avait des services. On a fait, mon Dieu, on avait des services 174. On a fait 174 livraisons, je pense. Quelque chose comme ça, en tout cas. Mais là, la différence, pas de livraison, c'est parce que les gens venaient, puis il y avait des petits dépannages là-dedans. Là, c'est des gros dépannages pour les premières semaines, le 16 mars au 17, c'est plus de 186 livraisons, 267 adultes, 134 enfants. Puis c'est sur 56 nouvelles familles. Mais Hmm. là, quand on calcule comme ça, c'est parce que des fois, j'ai des familles, moi, qui sont 7. OK. Puis je vous disais tout à l'heure, c'est 5 jours, 3 repas par jour, par personne.
Fait que des denrées alimentaires, je vais vous dire que ça sort aussi, mais ça rentre aussi. OK? Ça rentre, puis on a eu beaucoup de sous. On a été appuyés, mais superbement par Centraide, par le PSOC aussi. On vient d'avoir 37 000 du PSOC, Centraide 15 000. Bien, ça, on en achète aussi des denrées si jamais on en a besoin. Là, il y a des gens qui ont des demandes spécifiques, des couches, mais autant pour enfants que pour adultes. Alors, tu sais, c'est des choses que là, on va pouvoir se procurer. On va pouvoir compléter les paniers si jamais. Là. Tu sais, comme à un moment donné, on a eu beaucoup des caisses d'oranges, des caisses de pommes, des caisses de patates, de toutes sortes de choses. Puis là, oups, ça a diminué. Ben, on a été capable d'aller en acheter. Fait il y a ça aussi. Donc, je vous dirais que ça va bien parce qu'on est bien supporté. Je vous dirais de continuer à nous supporter aussi. Tu as espoir que ça va se prolonger encore dans les prochains mois alors que les besoins vont être encore là. Oui, tout à fait. Je l'espère sincèrement, oui. Oui. Mais on a quand même une bonne base, là. Là, on a la place, c'est propre, c'est clair, on a des belles provisions, mais les provisions, vous savez, c'est ça qui est la beauté de la chose quand on aime le changement, que tu rentres ici le matin, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu as beau avoir tant de personnes, là, oups, s'il peut s'en rajouter, il y en a qui peuvent dire, ah ben finalement, je suis correct. Puis ça, c'est un message que je veux passer. Il y a des gens qui ont eu de la difficulté à appeler. On a vécu beaucoup de désespoir, de tristesse. On a eu de l'intervention à faire. Gênez-vous pas si vous en avez besoin encore. Les gens disent souvent, on fait des suivis téléphoniques maintenant, puis ils nous disent, ah ben là, je ne voudrais pas l'enlever aux autres. Non, vous ne l'enlevez pas aux autres. On est correct. On en a. Je vous redonne le numéro de téléphone, 819-281-3231. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Vous avez besoin de pas grand-chose, c'est correct. Vous en avez besoin de plus, c'est correct aussi. Vous en avez besoin plus souvent, ça aussi, c'est correct. Donc, on sait que là, les gens ont eu des dépannages, ont eu leur 2000. Alors là, ils se disent, ah ben là, OK, je vais attendre tout ça, mais en attendant d'avoir leur 2000, ben, ils ont dû débourser, ils ont dû mettre des choses sur la carte de crédit, probablement. Il y a plein de choses qui ont pu arriver. Donc, on est là. On est là pour vous aider, là. Je n'ai pas d'autre chose à dire que ça, c'est que gênez-vous pas hésiter, essentiellement. Nous, c'est sans jugement, là. Vous appelez, c'est sans jugement, là. On ne pose pas de questions non plus, là, OK? C'est clair, là, on ne pose pas de questions. Dans l'avenir, est-ce que vous pensez que là, les gouvernements ont compris l'importance des organismes communautaires? Le travail que vous faites, est-ce qu'il est reconnu encore plus? Parce que là, on a vu les gouvernements donner beaucoup d'argent aux banques alimentaires, donner beaucoup d'argent aux organismes communautaires qui venaient directement en aide aux gens. Est-ce que vous pensez que ça va être récurrent dans les prochaines années? OK. Les sommes qu'on a eues, d'abord, ne sont pas récurrentes. Non, effectivement. Ça, c'est important de le dire. Puis c'est correct aussi. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, en tant que gouvernement ou en tant que décideur, dire bon, OK, on va tout changer comme ça. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Oui, certainement. Est-ce qu'on va s'en souvenir? Je l'espère. Maintenant, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. On l'apprécie beaucoup parce que ça nous donne enfin un petit break, on souffle un petit peu. Mais vous savez, les banques alimentaires, c'est comme, on va faire une analogie avec ce qu'on reçoit, OK? Quand je suis arrivée ici, je regardais, puis tu travailles toujours avec des gants, parce que ce qui arrive ici souvent, et c'est pas moisson, là, ça peut arriver de n'importe où, là. Mais on donne ce qu'on reçoit. Alors, t'arrives, tu as des caisses, ça dégoûte, là, tu sais, tu as des produits pourris, on est obligé de tout nettoyer ça, tout ça. Je disais tout le temps, on est vraiment à la fin. Là. Tu sais, ce que vous ne voulez pas acheter dans l'épicerie le met à part, ils nous le donnent. Là, nous autres, il faut qu'on leur vérifie et on fait d'autres petits paquets avec ça. Puis, je pense que c'est un petit peu ça aussi. On était à la chaîne, on était à la fin. Là, depuis la pandémie,
hey, on a des fruits frais, on a des légumes frais, on a de la viande en conserve, on a de la belle viande. J'ai dit, wow, tu sais, c'est comme. Puis là, on regardait ça les premiers temps, là, on recevait une caisse de pommes. Hey! Puis, tu sais, t'es pas obligé de les prendre une par une pour regarder si une pourrie à quelque part, là. Écoute, c'était. On était un peu comme des enfants qui regardaient ça. On se disait, hey, c'est bien le fun, tu sais. On va donner des affaires bonnes, là. Je dis pas qu'on donnait pas des affaires bonnes, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de travail avant d'arriver. Hein? Ouais. Tandis que là, on les prenait, on les mettait dans les sacs, c'était tout énervant. J'ai ri, mais c'est un peu l'image que je vois. Ouais. C'est que là, on était gâtés, on était à la fin, mais peut-être qu'on ne sera plus à la fin, là. Parce que comme M. Legault disait, c'est pas normal que les gens ne mangent pas. C'est pas normal. Pas au Québec. Donc, ben, pas au Québec. À nulle part dans le monde, c'est pas normal. On s'entend, là. Mais avec la société qu'on a, je pense qu'il y a bien des choses qu'on peut faire, qu'on peut développer, qu'on peut travailler ensemble. Tu sais, comme je vous disais, moi, je rêve de la cuisine collective bien organisée. Je rêve d'un club d'achat que tout le monde va pouvoir participer, que justement, plus on va participer, moins on va payer nos choses chères. Alors, plus le monde va pouvoir en profiter. Tu sais, puis d'avoir une soupe populaire à un moment donné, ben, si jamais, là, c'est le seul repas que tu prends dans une journée, le midi, ta soupe, ben, fun, tu sais. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a l'itinérance aussi ici, même si on ne la voit pas toujours. Il y a beaucoup de choses. Quand on travaille dans un organisme comme celui-là, on découvre tellement un autre monde, mais Ouais. tellement un autre monde. C'est comme un monde souterrain, un monde qu'on ne veut pas voir ou un monde que quand on le croisait dans la rue, on ne le voit pas. Puis ça, c'est à l'année, là. Hein? Là, oui, on a une pandémie. Là, il y a des gens comme monsieur, madame, tout le monde qui ont besoin d'aide, que c'est exceptionnel. Mais il y en a d'autres que c'est à l'année. Et laisser faire les préjugés d'A, ben, il est sur BS, il a juste à retourner travailler. Non, c'est pas vrai. Il y a C'est des plus problèmes de complexe. santé mentale. Oui, ouais, c'est épouvantable, ça. Mais il y a des problèmes de santé mentale. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui. Pas d'argent, pas de médicaments. Le problème empire. Écoutez, c'est fou. La violence conjugale, ça peut être de la violence économique aussi, là. Tu sais, t'arrives et tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller travailler, tu es isolé. Puis, t'en as pas. Moi, j'en ai vu quand j'étais au centre actuel, je me souviens, même pas capable de s'acheter des serviettes hygiéniques, là. Tu sais, c'est fou, là, ce qu'il y a dans la communauté, puis qu'on ne voit pas. Et puis qu'on a des préjugés. Ou encore, on rentre chez eux, ça sent le pot, tout ça. Ben, le pot, aujourd'hui, il y a du pot médical, je m'excuse. Ou encore, tu sais, il rentre, puis il dit, ah, ben oui, il fume. Ben oui, il fume. Ben moi, j'ai d'autres travers. Tu sais, c'est. Puis des travers, on s'entend, là, à un moment donné. C'est facile de mettre des jugements, c'est clair. Oui, tout à fait. Mais Anne, écoute, je sais que tu as une réunion qui s'en vient, donc je vais te laisser aller. Puis je te remercie beaucoup pour le travail que tu as fait, que vous faites, toute ton équipe. Puis oui, parce que c'est une tout bonne le monde, continuité ça. là-dedans. Ben, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Bonne journée. Merci, bye. Un gros merci à Anne. C'est toujours un plaisir de jaser avec elle. Ça me fait penser, parce qu'Anne était directrice de la Fondation Papineau avant d'être avec l'Ami de l'Entraide. Puis on a manqué un sujet justement à propos de la Fondation Santé Papineau. Oui, ben ils vont ramasser des bouteilles consignées, donc canettes et autres bouteilles consignées au métro de Buckingham le samedi 16, 23 et 30. Donc, on fait ça sur 3 semaines de 9h à 15h au métro de Buckingham. Donc, vous pouvez apporter vos canettes et autres produits consignés. Ça va être récupéré par la Fondation Santé Papineau. On cherche des bénévoles aussi. D'ailleurs, au 819-986-4019, on peut les rejoindre et puis on va pouvoir donner nos canettes consignées. Excellent. Puis j'en ai parlé en introduction. Le prochain sujet qu'on veut parler, là, c'est l'annonce qui a passé un peu sous silence de l'interdiction d'armes à feu de type d'assaut. On va en parler davantage avec Pierre Farran du Centre de tir de l'Outaouais. Monsieur Pierre Farran, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous parler. Ça me fait plaisir. Je pense que ce serait intéressant de savoir, là, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec le centre de tir de l'Outaouais, dont vous êtes le président. Est-ce que c'est quoi les services là, qu'on offre là, au centre de tir?
Les services, on donne, c'est sûr et certain, si tu veux avoir un arme à feu, ça te prend des permis. Fait qu'on donne les cours en conséquence, de un. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs, on appelle ça nous autres, du corporatif, plusieurs policiers ou agences gouvernementales, gardes, tout ça, qui viennent s'entraîner durant la journée. Et on a à peu près 650 à 700 membres qui viennent tirer le soir et les fins de semaine. Puis tout ça, c'est situé ici dans le secteur Oui, industriel à Lange-Gardien. oui, c'est ça. C'est situé dans le parc industriel à Lange-Gardien. Ça fait déjà 7 ans qu'on est en opération. Bon, début mai, il y a eu une grosse annonce là, du fédéral. C'est un petit peu, on dirait qu'on n'a pas tant entendu parler, étant donné que tout ce qui prend les nouvelles, là, c'est la COVID, bien sûr. Oui. Bon, l'annonce qui a été faite, on dit qu'on va interdire plus de 1500 types d'armes d'assaut sur le territoire canadien. Donc, ça a été quoi, vous autres, votre réaction chez vous? Parce que j'imagine que ça va avoir des répercussions. Là, parce que est-ce que c'est des armes, premièrement, que les gens pouvaient utiliser dans vos établissements? Oui, de un, on va mettre un bémol, ce ne sont pas des armes d'assaut. Okay. Quand que M. Trudeau dit que c'est une plateforme AR-15, AR-10, qui dit que c'est des armes pour ce qui est fait pour tuer du monde à grande vitesse, c'est des armes qui sont comme les armes de chasse semi-automatique, maximum 5 coups pour tirer. Après ça, tu dois recharger. C'est pas des armes qui sont des armes d'assaut. C'est pas des armes qui sont automatiques. Ça fait longtemps que les armes automatiques sont bannies au Canada, tu ne peux pas les utiliser. C'est sûr et certain que dans la liste, parce que j'ai vu la liste, il y a des lance-grenades puis des lance-roquettes. On va s'entendre que ça fait longtemps que c'est banni au Canada. Tu ne peux pas avoir des lance-roquettes puis des lance-grenades, mais disons que ça paraît très bien. Par contre, il y a mis des armes. On va prendre l'exemple AR-15, parce que c'est ça que tout le monde parle. Ben gros, aujourd'hui, l'AR-15, c'est un calibre 223. C'était fondé, ou ça a été fait par la compagnie Armalite en premier, et c'est un arme pour la vermine. On s'entend dessus que c'est des petites balles, c'est pas des balles qui sont fortes. Une 30-06, une 210 semi-automatique, une 308 semi-automatique, c'est encore bien plus fort qu'une AR-15. Mais elle a le look d'une arme moderne. C'est le look qui leur fait peur. Aujourd'hui, les armes, la majorité des armes, on verra plus ça avec une crosse en bois, le fût en bois et le canon dessiné. C'est rendu avec une crosse en métal qui est vide, c'est léger, canon qui dépasse un peu, style militaire, mais ça a juste le look. C'est tout ce que ça a. OK, mais qu'est-ce qui justifie d'abord ce geste-là, d'après vous? M. Trudeau n'a jamais aimé les armes, puis là, il a commencé, ça fait longtemps qu'il en parle, puis avant longtemps, il va enlever les armes de poing. Le problème, c'est qu'il ne s'attaque pas à la bonne place. Si on prend la tuerie qu'il y a eu à la Nouvelle-Écosse, les 3 sur les 4 armes venaient des États-Unis. Là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie d'enlever des droits qui sont acquis des tireurs qui font du tir à la cible. Mais par contre, les douanes, les territoires, c'est une vraie passoire. On peut avoir des armes illégales demain matin à certaines places. Je ne veux pas les nommer. Je ne veux pas me mettre dans la merde. Mais disons qu'on peut avoir assez facilement des armes illégales. Les gars, les crimes organisés puis les gangs de rue, c'est pas qu'ils ne vont pas chercher leur permis puis aller au magasin puis s'acheter une arme puis faire des mauvais cas avec les armes. C'est toutes des armes qui sont illégales, des armes qui rentrent au Canada et qui ne sont pas sur le marché. Là, ils s'attaquent à des personnes qui ont suivi leur cours, qui sont mis en loi, qui ont acheté des armes légales, qui font du tir à la cible, puis je dis bien du tir à la cible. Exemple, à mon centre de tir, tu n'as même pas le droit de mettre une silhouette ou qu'est-ce qui ressemble à une silhouette humaine. C'est des cibles concentriques, rondes, on s'amuse, on pratique un sport, puis on essaie de s'améliorer puis d'être précis. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Il ne s'attaque vraiment pas aux bonnes personnes. Ça me fait penser, quand il parle d'enlever les armes, on sait que les personnes obèses coûtent cher à la société quand ils vont à l'hôpital et tout ça. Est-ce qu'on va blâmer la personne ou on va blâmer la fourchette et la cuillère? Quand une personne prend un coup, prend sa voiture, tue du monde, est-ce qu'on va blâmer la boisson? On va tout enlever la boisson ou on va blâmer la personne? On va blâmer la personne.
Et les permis qui sont accordés à ceux qui ont des armes, même des armes sans restriction puis des armes restreintes, devraient être améliorés. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine, que j'ai un chantier, puis je trouve que c'est beaucoup trop facile. Ils vont te demander, quand tu t'appliques, de donner 2 noms de personnes que tu connais et s'il est un conjoint, son nom, puis ils vont les appeler. Mais la madame qui mange une volée à toutes les semaines, elle ne se plaindra pas que son mari est violent parce qu'elle va en manger un autre volée. Puis le gars, il ne mettra pas le nom des personnes qui vont dire, mais oui, il est violent, ce gars-là, ou non, ils vont mettre 2 de ses chums. Ça fait longtemps que moi, personnellement, puis je dis bien personnellement, ça n'implique pas le club, que je dis que quand tu vas avoir un permis d'arme à feu, tu devrais rencontrer un psychologue avec un policier, avoir une interview pour voir si tu es apte à avoir des armes. Et si je vous comprends bien aussi, c'est donc dire que les armes qui sont en circulation présentement au Canada, ce sont des armes qui sont. C'est pas la situation qu'on voit aux États-Unis, lorsque c'est des armes automatiques. Non, et là, on peut tuer en masse. Donc, les restrictions qu'on a présentement seraient suffisantes, à part que vous dites qu'on devrait peut-être avoir plus d'examens. Oh, exact. Le problème, ce n'est pas l'arme, c'est la personne. À place il a parlé d'un système de rachat pour les armes qu'il veut enlever, il serait bien mieux de mettre ça pour améliorer les frontières, de 1, et de 2, de faire une meilleure évaluation des personnes et de mettre de l'argent dans la santé mentale. Écoutez, je vais te donner un exemple. Je ne nommerai pas de personne. J'ai eu quelqu'un qui était schizophrène, qui a eu son permis d'armes restreint, et j'ai eu quelqu'un qui était, je te dirais, une déficience entre léger et modéré, puis il a eu son permis d'armes à feu. Wow, OK. Ils ne sont plus à mon club, mais ils étaient à mon club. Comment ils ont fait pour avoir ces armes-là, je ne sais pas. Il y a vraiment. C'est là qu'est le problème. En part de ça, là, si on retourne pour la Nouvelle-Écosse, la personne qui avait les armes, il n'y avait aucun permis pour avoir des armes. OK, donc, ils les ont obtenus illégalement. En plus. Exact. Mais là, quand on parle d'armes restreintes, ça veut dire quoi une arme restreinte? Ça ressemble à quoi? Toute arme de poing est une arme restreinte. Toute arme qui est plus court que 26 pouces en tout, qui est une petite carabine, si ça n'a pas été fait directement par la compagnie et non accepté, elle est restreinte, elle peut même être prohibée. Toute arme automatique, c'est prohibé. Une arme restreinte, écoutez, j'ai 2 compagnies différentes qui ont fait 2 armes que je suis capable de changer les pièces dans un, dans l'autre. Il y en a une qui est non restreinte, puis l'autre est restreinte. OK. Il y a quelqu'un qui s'est levé un matin, qui a regardé ça, qui dit GRC, moi, celle-là va être restreinte. On la met restreinte. Celle-là, mais non, ça n'a pas l'air trop dangereux et pas restreinte. Je ne sais pas, pose-moi pas la question. On marche avec les lois, puis je ne suis pas contre les lois, je ne suis pas contre la GRC. J'ai le contrôleur des armes à feu au Québec aussi. On suit les lois. S'ils me disent qu'ils vont bannir ces armes-là, on va les bannir, on va accepter. Mais je trouve que c'est pas la bonne façon. C'est pas la bonne façon d'arrêter les tueries et les massacres. C'est pas de cette façon-là qu'ils vont l'arrêter. Oui. On parlait d'améliorer les frontières. Justement, tu en as parlé un peu plus tôt. À quel point c'est facile de faire passer des armes illégales au Canada? Je pourrais demander à n'importe qui. Moi, je ne veux pas te dire les places, mais non, effectivement. Il y a des places que ça sert à Cornwall. Je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats. Tu n'es pas obligé de les nommer. Non, mais on sert à certaines places, à certaines réserves, c'est assez facile de se procurer des armes qui viennent d'autre bord, qui ne sont pas surveillées. Et les peacekeepers, pour vous mentionner, ont déjà demandé à la GRC et à la contrôleur des armes à feu d'avoir accès au permis et ça leur a été refusé. Fait que pour eux autres, n'importe qui a une arme sur la réserve, il est légal, puis il n'est pas capable de le contrôler. Puis le point de l'année, enfin, il ne faut pas plus là-dessus, mais je te le dis, c'est. Le problème, là, c'est que c'est des armes illégales qui rentrent. Puis c'est pour ça que les gangs de rue en ont, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de permis. Bien souvent, n'ont pas de permis, que ça sert des gangs criminalisés, la mafia, gangs motards et tout ça. Écoute. Je pense que le débat au niveau
pourquoi, c'est quoi le problème, c'est la personne, c'est-tu l'arme et tout ça. Au Canada, ça applique peut-être un peu moins, dans le sens que les armes sont moins dangereuses. Mais là, ma question, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que les armes restreintes qu'ils veulent enlever, est-ce que c'est des armes qui peuvent servir pour la chasse ou non? Bien, il y en a plusieurs qui peuvent servir pour la chasse, oui. OK. Donc, ça pourrait limiter les chasseurs dans leur façon de pratiquer leur Oui, sport. puis certaines armes. Il y a certaines armes que tu ne peux pas, qui sont trop courtes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si elle a 26 pouces, c'est moins. Souvent, c'est restreint. Mais il y a des armes qui vont enlever que les personnes se servent pour la chasse présentement, puis ils ne pourront plus chasser avec. OK. Là, de quelle façon ça va affecter votre... Excuse-moi, Sylvain, vas-y. Non, je veux savoir, ces armes-là, justement, est-ce que dans celles qui sont restreintes, ben, il y a des armes qui sont vraiment populaires auprès des chasseurs, là? Est-ce qu'il y a des gens qui vont devoir se débarrasser de leurs armes en masse, là? Des armes restreintes, tu ne vas pas à la chasse avec. Non. OK, c'est des armes qui sont sans restriction. Mais si tu veux savoir si les armes qui se débarquent sont restreintes, sont populaires, sont très populaires, il y a même des compétitions avec ces armes-là qui vont enlever, tout simplement. Puis encore là, comme je le dis, c'est des percussions centrales, des munitions, maximum 5 balles dans ton chargeur, dans l'arme pour tirer. Fait que tu ne peux pas en mettre 40, puis ce n'est pas de mitraillette comme tu vas avoir aux États-Unis, que des armes sont automatiques, puis vont vider ça pendant... Non. Oui, c'est vrai que les carabines 22, le petit calibre 22, oui, tu peux avoir chargeur illimité, mais c'est vraiment de la petite balle. Même si le gouvernement dirait, OK, maintenant, les balles de 22, l'arme, on va restreindre ça à 5. Je n'ai pas de problème avec ça non plus. On n'a pas besoin de faire de la mitraillette avec ces balles-là. C'est juste qu'on n'a pas à recharger à toutes les fois, tout simplement. Mais dans les calibres plus que le 22, percussion centrale, oui, maximum 5. Au niveau du centre de tir, est-ce que ça va causer des problèmes? Ça va être quoi les impacts? Est-ce que vous pensez que vous allez perdre des membres qui ne pourront plus venir pratiquer tout ça? Bien, il va y avoir moins de membres. Bien moins de membres. Là, on voit que ce que le gouvernement fédéral fait présentement. Je sais qu'il veut s'en venir avec les armes de poing aussi, qu'il veut enlever ça. Pourtant, c'est un sport, c'est même une discipline olympique, mais il veut l'enlever. Regarde, le monde va commencer à s'en débarrasser, puis c'est sûr certain qu'on va avoir moins de membres. Pour dire la vente d'armes, la vente de munitions, à mon club de tir, ce n'est pas avec ça qu'on fait de l'argent, c'est pas ça qui va affecter ma business. Mais le nombre de membres va diminuer, ça va affecter beaucoup. Donc, avec les armes de poing qu'on veut éliminer, il resterait pratiquement juste les policiers et les gardes, le corporatif, comme vous appelez. Exactement, à part que ceux qui vont aller chercher ça ailleurs ou qui vont passer les frontières avec ça. C'est ça. Ça on parle légalement, là. Légalement, les citoyens sont prêts d'en avoir. Fait que les seules personnes qui vont en avoir, ça va être les policiers, c'est bien correct. Et le crime organisé et les gangs de rue. Là, j'ai vu aussi, est-ce qu'il va y avoir des contestations de la part des amateurs d'armes à feu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'organise? Oui, il y a une pétition qui se fait présentement. Il y a même, vous avez vu qu'il y a des premiers ministres de province qui sont contre ce règlement-là présentement, parce qu'il dit qu'il ne règle absolument rien avec ça. Puis M. McKay, qui j'imagine qu'il va être le prochain représentant pour le Parti conservateur, que lui, il est complètement contre. Il y a même des pétitions comme celle-là qui demandent de rentrer membre du Parti conservateur pour voter pour lui. Et le Conseil canadien sur les armes à feu, le CFAR, je crois que ça se dit. Oui, l'autre, ils font beaucoup de lobbying, puis les autres sont en train de s'organiser avec des avocats pour essayer de contester le règlement. Est-ce que vous êtes confiant que les choses pourraient changer? Vous savez, il a profité du COVID, il a passé ça en douce. Pas une dictature, mais presque. Il ne faut pas que tu m'embarques là-dessus. J'ai comme l'impression que ça va rester, mais il va falloir changer de gouvernement pour que ça soit autorisé ou je ne sais pas ce qui va se passer. Puis là, on sait, on s'en va et on l'annonce, on en parle de plus en plus. Comment est-ce qu'on s'en va vers une situation économique qui va être difficile dans les prochaines années? Est-ce qu'on vous craignez là, au niveau du club que ça pourrait être assez grave comme problème de perdre ces membres-là, plus la situation économique, que ça va être difficile de garder le club ouvert ou on est confiant que...
Non, c'est sûr qu'on va probablement diminuer nos activités. Vous savez que les policiers sont obligés de se conformer une fois par année au tir, puis de passer le tir, autant que ce soit l'agence gouvernementale au Parlement, que ce soit Garda, que ce soit les agents de la Faune, que ce soit même la Défense nationale vient louer des services chez nous, louer. Eux autres vont probablement continuer. Je ne pense pas qu'ils vont être obligés de faire leur qualification qu'on appelle annuelle toutes les fois. Les membres, peut-être un petit peu plus, mais vous savez, moi, chez nous, 392 $ par année, puis tu peux venir à tous les jours si tu veux. C'est pas ça qui est dispendieux. C'est un loger qui n'est pas si dispendieux que ça. Tu vas t'acheter un arme de poing, un calibre 22, parce que ça ne coûte pas cher à tirer, tu vas payer 400 $. Puis après ça, tu vas payer 3,5 piastres, 4 piastres pour 50 balles. Ça veut dire que tu viens passer une soirée, puis ça ne te coûte pas tellement cher. Puis c'est un des sports qui n'est pas tellement dispendieux. Mais oui, c'est pas un sport qui a une bonne presse. Parce que moi, normalement, qu'il y a une tuerie ou qu'il y a des armes à faire quelque part, ben, c'est sûr, certain, c'est une zone qui est des bandits et des mauvais tireurs. Par contre, c'est un sport comme n'importe quel sport, c'est un sport de précision. Une dernière question pour toi, Pierre. Oui. Est-ce que là, on parle que les gens ont 2 ans pour se conformer à la nouvelle loi. Est-ce que c'est réaliste, selon toi, ce laps de temps-là pour faire les changements? Non. Ils ont dit 2 ans. Il va y avoir des contestations. Première chose qu'on va savoir, je pense qu'on va être rendu aux prochaines élections. Et j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des changements rendus là. En tout cas, c'est qu'est-ce que je crois. Mais par contre, comme je l'ai dit, si jamais ça se rend là, puis si jamais il faut le faire, bien, on n'aura pas le choix, on va le faire, on va suivre la loi. Mais de là à dire que je suis content, non. Ça vient brimer les droits qu'on avait déjà. On n'a pas fait de mauvais coups. Puis mettre tout le temps l'arme à feu en cause, mais c'est l'individu en arrière, puis c'est de dire qu'il va falloir commencer à travailler bien plus qu'avec l'arme à feu. Bien, Pierre, c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de ton temps. Ça me fait plaisir, puis merci beaucoup. Wow, ben merci Pierre Ferrand. C'était intéressant. J'en ai appris beaucoup. C'est un dossier que je ne connaissais pas super bien. C'était le fun. Donc, puis merci à toi, Sylvain, pour l'actualité aujourd'hui. Ça ressemble à quoi pour la semaine prochaine, tu penses, les gros dossiers? Ben là, c'est sûr qu'on attendait cette semaine. On avait eu des informations à savoir que le ministre du Travail, Jean Boulet, pourrait donner d'autres dates d'ouverture pour certains types de commerces. Ça ne s'est pas passé parce qu'on sait que la situation à Montréal est un peu plus problématique. On surveille ça, à savoir si on va avoir de nouvelles dates. Excellent, on va suivre ça. Puis je vous invite à nous suivre encore une fois sur notre page Facebook, sinon notre chaîne YouTube, sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Merci d'avoir été avec nous autres. On se reparle la semaine prochaine.